À chaque fois qu'on clique, qu'on envoie un email, qu'on lance une vidéo, on déclenche sans même y penser un voyage qui est à la fois invisible et incroyablement complexe. Aujourd'hui, on va décortiquer ce voyage, on va plonger dans les coulisses pour vraiment comprendre les secrets de notre connexion. C'est vrai, on n'y pense jamais. Un clic, un envoi, une page qui se charge, ça nous paraît instantané, magique, mais en réalité, derrière cette simplicité, il y a toute une infrastructure, une logique absolument fascinante. Alors comment ça marche pour de vrai? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout part de ce geste qu'on fait des dizaines, des centaines de fois par jour, le clic. Mais ce tout petit geste, c'est en fait le point de départ d'une chaîne d'événements assez extraordinaire. Qu'on partage des photos avec des proches, qu'on lance une impression sur l'imprimante du bureau, qu'on accède à une application sur un serveur ou qu'on regarde une vidéo en streaming, toutes ces actions, qui n'ont l'air de rien avoir en commun, eh bien, elles reposent exactement sur les mêmes principes. C'est ça la beauté des réseaux, un langage universel pour une infinité d'usages. Forcément, pour que nos données ne se perdent pas dans l'immensité du net, il leur faut une sorte de carte d'identité et une destination bien précise. Imaginez ça comme un service postal mondial, mais en version ultra rapide et ultra perfectionnée. Et pour que ça marche, il ne faut pas juste une, mais bien deux adresses. Alors justement, comment est-ce que nos petits paquets de données reçoivent leur papier d'identité? C'est simple, il faut savoir deux choses. Qui envoie le paquet et où est-ce qu'il doit aller? C'est la base de tout, le point de départ de n'importe quelle communication. La toute première, c'est l'adresse MAC. Pensez-y comme au numéro de série de la carte réseau de votre appareil. Elle est gravée dans le matériel, elle est permanente, elle ne change jamais. C'est en quelque sorte l'empreinte digitale de votre téléphone, de votre ordinateur, de n'importe quel objet connecté. Et cette identité, elle n'est pas du tout abstraite. D'ailleurs, avec une commande toute simple sur un ordinateur, comme la commande getMac, on peut les voir apparaître, ces fameuses adresses. Chaque ligne ici correspond à une carte réseau avec son adresse physique, bien réelle. C'est la preuve, noir sur blanc, de cette empreinte numérique. Et la deuxième adresse, c'est l'adresse IP. Alors là, c'est tout le contraire de l'adresse MAC. Elle est logique et surtout temporaire. Si la MAC, c'est l'identité de l'appareil, l'IP, c'est son emplacement sur le réseau à un instant T. C'est un peu comme une adresse postale. Elle change si on déménage. L'appareil reçoit une nouvelle adresse IP à chaque fois qu'il se connecte à un nouveau réseau. Et là, il y a une histoire assez folle. Avec l'explosion du nombre d'appareils connectés, le système d'adresse IP d'origine, qu'on appelait IPv4, a commencé à saturer. On a littéralement frôlé la pénurie mondiale d'adresses. C'était un vrai problème. Heureusement, la solution est arrivée, l'IPv6. Et le nombre que vous voyez à l'écran, c'est le nombre d'adresses possibles. C'est un chiffre absolument astronomique, impossible à se représenter. Pour donner une idée, ça nous donne assez d'adresses pour connecter chaque grain de sable sur la planète. Du coup, le problème est réglé pour des siècles. Ça ouvre la voie à l'Internet des objets, aux villes connectées, bref, l'avenir est assuré. Bon, récapitulons. Notre paquet de données a son identité et sa destination. C'est parfait. Maintenant, il faut choisir le service de livraison. Et en gros, il y a deux options sur la table. Soit on choisit le service sécurisé, soit on choisit le service express. Ces deux services de livraison ont des noms. TCP et UDP. TCP, c'est la fiabilité avant tout. Il va établir une connexion, vérifier que tout arrive bien, dans le bon ordre, et il garantit la livraison. UDP, lui, son truc, c'est la vitesse. Il envoie les données, point barre. Pas de connexion, pas de garantie, mais c'est ultra rapide. L'idée clé à retenir avec TCP, c'est vraiment cette notion de conversation. L'expéditeur et le destinataire se parlent en permanence. C'est comme un appel téléphonique ou un colis envoyé avec accusé de réception. On s'assure que le message est bien arrivé, qu'il est complet et qu'il n'y a pas d'erreur. Et cette conversation, elle se déroule en 3 actes. D'abord, l'établissement. Les deux appareils se serrent la main numériquement pour ouvrir une connexion. C'est la phase de « synchronize ». Ensuite, vient la transmission. Les données sont envoyées et pour chaque paquet reçu, le destinateur envoie un accusé de réception, un acknowledge. Si un paquet se perd, il est simplement renvoyé. Et enfin, le 3e acte, c'est la fin de session, ou finish. Les deux appareils se disent au revoir et ferment la connexion proprement. C'est carré, c'est fiable, c'est du TCP. Et de l'autre côté du spectre, on a UDP. Là, l'analogie parfaite, c'est la carte postale. On l'écrit, on la poste et on croise les doigts pour qu'elle arrive. Aucune confirmation, aucune garantie. On parie tout sur la vitesse. C'est pour ça qu'on l'utilise pour le streaming vidéo ou les jeux en ligne. Des situations où il vaut mieux perdre une image de temps en temps que de ralentir tout le flux. Évidemment, ce voyage ne se passe pas toujours sans encombre. Parfois, il y a des pannes, des problèmes, et tout s'arrête. Alors, que se passe-t-il exactement quand le réseau tombe en panne? Un exemple très classique, c'est la tempête de diffusion. Imaginez qu'à cause d'une boucle dans le réseau, un message est envoyé, puis répliqué encore et encore en un temps record. C'est un effet boule de neige.
En quelques secondes à peine, le trafic explose et sature complètement le réseau. Plus rien ne passe, c'est la paralysie. Face à ce genre de chaos, les administrateurs réseau suivent une méthode très rigoureuse, un peu comme des détectives. Étape 1, on collecte les symptômes. On pose les bonnes questions. Qui est touché? Depuis quand? Qu'est-ce qui ne marche pas précisément? Étape 2, l'isolation du problème. On teste les composants un par un pour trouver la source de la panne. Et enfin, étape 3, une fois la cause identifiée, on met en place une action corrective pour réparer et tout remettre en service. C'est ce processus logique qui permet de rétablir l'ordre. Bon, maintenant qu'on a vu comment les données voyagent et comment on répare quand ça casse, parlons un peu de la gestion de tout ce trafic. Avec des milliards de paquets qui circulent chaque seconde, comment est-ce qu'on s'assure que tout se passe bien et que tout reste sécurisé? Le secret, ça s'appelle la qualité de service, ou QoS. En fait, toutes les données ne sont pas logées à la même enseigne. Un appel vocal, par exemple, ne supporte aucun délai. Une vidéo en streaming a besoin d'un gros débit constant, alors qu'un email, lui, peut très bien arriver avec quelques secondes de décalage. Les réseaux modernes savent faire cette différence et vont donner la priorité aux trafics les plus urgents. Et puis, bien sûr, il y a la sécurité. Des protocoles comme le WPA2 sur nos Wi-Fi agissent comme des gardes du corps, en vérifiant l'identité de ceux qui veulent entrer. Mais la technologie ne peut pas tout faire. Au final, la protection de tout ce flux d'informations repose aussi sur notre propre vigilance, sur l'utilisation de mots de passe solides et sur des politiques de sécurité claires. Du simple clic à la sécurisation des données, on a exploré ensemble l'incroyable ballet qui se joue en permanence derrière nos écrans. La prochaine fois qu'on naviguera sur le web, on saura que ce n'est pas magique, c'est tout un univers invisible qui s'active pour nous. Et ça soulève une question importante. Maintenant qu'on mesure un peu mieux la complexité et aussi la fragilité de cette infrastructure, comment allons-nous collectivement en prendre soin et la faire évoluer pour l'avenir? La conversation, elle, ne fait que commencer.